Tron Ares est un énorme flop, la Passion du Christ 2 vient de perdre son Jésus. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma et séries de la semaine. Je vais commencer avec la bande-annonce de la série All Her Fault avec Sarah Snook, que j'aime beaucoup évidemment de Succession. J'adore suivre la carrière des acteurs de Succession parce qu'ils font tous plein de choses. C'est peut-être elle pour l'instant qui a la carrière la moins importante. Il y en a un qui a gagné un Oscar, l'autre qui fait plein de films. Alors c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de Broadway et qu'elle a gagné un Tony Award, si je dis pas de bêtises, donc elle a vraiment percé sur scène littéralement, mais là elle a l'affiche d'une série qui va donc raconter l'histoire d'une mère, interprétée donc par Sarah Snook, qui va perdre son enfant, et c'est elle qui va essayer de le retrouver. C'est un thriller un peu parano, j'ai l'impression, ça a pas l'air très bien, honnêtement, ce truc un peu polar, thriller, paranoïaque et en même temps un peu action, ça me donne pas spécialement envie. Ce sera diffusé sur Peacock aux États-Unis et peut-être un jour chez nous, mais comme ça la bande-annonce m'a pas vraiment fasciné et peut-être je regarderai si les retours sont bons. 23 Jump Street est prévu, vous le savez, j'en parle depuis des années, mais le scénario est écrit depuis un moment déjà. Il y a un problème de budget, c'est-à-dire qu'ils en ont parlé récemment, il y a un producteur qui fait chier. Et en général, lorsqu'ils disent qu'un producteur fait chier, ils vont pas le citer. Sauf que là, Channing Tatum l'a cité. Il a dit, le producteur Neil H. Moritz demande trop d'argent, donc on n'arrive pas à faire le film. Là où les autres, ils ont pris beaucoup moins d'argent que prévu, il y a ce mec-là qui est en train de bloquer le budget du film. Évidemment, on a tous envie de voir 23 Jump Street, hein, c'est un film qui est extrêmement attendu et je pense que c'est un film qui va absolument cartonner, mais c'est vrai que là, c'est assez intéressant comme approche de littéralement citer le mec qui pose problème pour créer une sorte de pression sur lui, là où tous les autres producteurs ont pris moins d'argent prévu. Donc je trouve que c'est une nouvelle méthode un peu agressive, mais j'aime bien. Et j'ai envie que ce film se fasse parce qu'ils ont dit que si le budget est validé, ils vont commencer le tournage l'année prochaine pour une sortie, j'imagine, en 2027. Donc why not? J'aimerais bien voir ce projet parce que ça fait partie des comédies que j'aime bien et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter dans cet univers. Il y a des moyens de faire des choses incroyables. De toute façon, on se rappelle tous du générique de fin avec le 22 Jump Street qui devient 23, 24, 25, etc., etc. Il y a moyen de faire un truc absolument génial et moi j'aime beaucoup ces films. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire ces films parce que j'ai hâte de les voir. Yellow Jackets s'achève avec une 4e saison, ça sera la dernière saison. Dites-moi dans les commentaires si la série est bien, si elle est bien tout le long parce que la première saison, beaucoup de gens en parlaient et j'ai l'impression que depuis c'est un peu calme par rapport à Yellow Jackets. Donc dites-moi si ça vaut le coup. Mais pour ceux qui sont fans de la série, il y aura une 4e et dernière saison. Il faut savoir que Dakota Johnson va réaliser un film qui s'appelle A Tree is Blue avec Charlie XCX, Jessica Alba et Vanessa Burghardt. Why not? Moi j'aime bien quand les acteurs deviennent réalisateurs aussi, surtout qu'ils viennent d'une famille avec quand même beaucoup d'acteurs, beaucoup de réals. Donc pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Et j'aime bien aussi que Charlie XCX fasse de plus en plus de projets, ça peut être intéressant. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas vu Jessica Alba dans des films depuis très longtemps. Diane Keaton nous a malheureusement quittés à 79 ans. C'est toujours triste évidemment parce que c'est une légende du cinéma. Je veux dire, juste pour Le Parrain, la trilogie, c'est une légende du cinéma, juste pour ses films. Mais elle a joué dans Annie Hall aussi. Dans Manhattan, elle a fait pas mal de Woody Allen, mine de rien. Elle a récemment joué dans Young Pope. Moi, j'ai pas vu la série, mais je sais que beaucoup l'ont vu. Donc, c'est une icône du cinéma qui nous a quittés, qui avait une carrière formidable, qui a marqué vraiment plusieurs générations, les années 70, 80. C'était vraiment son âge d'or. C'est toujours triste quand quelqu'un comme ça nous quitte. Donc, une vraie pensée à ses amis, sa famille. Elle a vraiment un héritage cinématographique impressionnant. Et on va en parler pendant des décennies, voire pour toujours. Le Parrain, c'est quelque chose. Et même les films qu'elle a fait, les comédies romantiques et tout, c'est des films cultes. Donc elle a vraiment marqué l'histoire du cinéma. Donc repose en paix, Diane Keaton. Box Office, j'ai envie de parler de Roofman. C'est pour ça que Channing Tatum a fait plein d'interviews à parler de 23 Jump Street. C'est qu'il a l'affiche de ce film aux États-Unis qui sortira sûrement chez nous en streaming, j'imagine. Mais c'est intéressant parce qu'il a un budget de 18 millions et il a rapporté 8 millions au box office américain. 8 millions, il faut savoir que c'est pas énormissime, mais c'est qu'un budget de 18 millions. Est-ce qu'il sera rentable? Je pense qu'avec le streaming et tout, s'il marche bien, s'il y a un bon bouche-oreille, il sera peut-être rentable. Mais juste pour comparer un peu, The Smashing Machine, le film avec The Rock, qui n'est pas encore sorti en France, hein, je le précise, a rapporté 10 millions. 10 millions, donc uniquement 2 millions de plus. Alors que là, on a Channing Tatum, hein, je veux bien, Kristen Dunst, mais face à The Rock en face, il a fait 2 millions de moins. Le Smashing Machine a coûté 50 millions, donc plus que 2 fois le budget de Roofman. Pourtant, The Roofman est déjà bien plus rentable que Smashing Machine. Donc ça devrait être inquiétant pour The Rock, honnêtement, plus qu'autre chose. Et c'est une plutôt belle surprise pour ce film qui avait quand même pas une énorme sortie américaine et qui s'en sort pas trop mal et qui va peut-être avoir une vie intéressante en streaming. Les critiques sont d'ailleurs assez positives pour le genre de la comédie d'action un peu fan. C'est Invincible qui a donné pas mal d'informations concernant la 4e saison. Il y a une sorte de mini bande-annonce qui a été diffusée avec, vous savez, le truc qu'ils font dans le diner à chaque fois pour annoncer la date. Donc c'est en mars 2026, ça fait plaisir. Et surtout la grosse annonce, Trag, ou je sais pas comment on dit,
le grand méchant d'Invincible, sera interprété par Lee Pace. Il jouera donc le grand méchant de cette saga. Et c'est génial parce que Lee Pace, il a une voix absolument dingue. Si vous avez vu Foundation récemment, vous savez à quel point c'est un acteur dingue. Mais surtout, si vous avez vu le film The Fall, vous savez aussi à quel point il peut être à la fois mélancolique, il peut être colérique. Bref, c'est un acteur génial, je trouve. Donc j'ai hâte de le voir et de l'entendre, surtout dans le rôle de Thrag, parce que c'est parfait pour ça. Et j'ai hâte de voir Invincible saison 4 qui s'annonce assez épique. Sur Netflix, c'est le logo ou le badge ou le texte Netflix original qui va disparaître. Et oui, maintenant, il y aura juste des productions Netflix. On ne saura plus si original ou pas. Je pense qu'en termes de marketing, c'est un bon choix de se dire, ok, Netflix va s'approprier toutes les œuvres sur son catalogue, mais ils veulent plus faire la différence entre les choses qu'ils ont acquises par rapport à la distribution étrangère ou locale d'ailleurs, et juste avoir des productions Netflix, que ce soit en distribution et en production. Bon, pourquoi pas, moi je pense pas que c'est une énorme perte, après c'est un peu difficile pour nous de savoir s'il y a une vraie production Netflix ou pas, il faudra faire plus de recherches, mais le badge va disparaître au fur et à mesure. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'au moins tu voyais la patte de Netflix, mais peut-être aussi Netflix veut brouiller les lignes entre ce qui appartient à eux et ce qui n'appartient pas. Par exemple, quand il y a La Casa de Papel qui arrive sur Netflix, ça cartonne, pourtant c'est pas une série Netflix originale, en soi c'est une série qu'ils ont distribuée. Après ils l'ont racheté évidemment, donc peut-être c'est aussi ça, ils ont envie de créer des phénomènes en ayant leur nom dessus, comme ça tout le monde associe les séries qu'ils ont distribuées à des séries de production Netflix. C'est un peu mesquin, mais bon, je trouve pas que c'est un drame non plus, honnêtement. Joseph Gordon-Levitt a aussi le droit à son projet distribué par Netflix cette fois-ci, et non pas produit. C'est un film anti-IA dans l'art de manière générale. Rachel McAdams sera l'actrice principale. Bon, moi j'aime beaucoup les deux acteurs. En tant que réalisateur, je pense que ça peut être intéressant aussi. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu Rachel McAdams dans un rôle principal, donc j'ai hâte de voir ça, ça peut être bien. Et si on reste chez Netflix, il faut parler du biopic évidemment de JFK qui sera réalisé par Thomas Winterberg. Vous savez, c'est le réalisateur qui a beaucoup fait de production danoise avec Mads Mikkelsen par exemple, La Chasse, Drunk récemment. Il sera le réal et ça sera écrit par Eric Roth. Eric Roth, c'est Forrest Gump, Killers of the Flower Moon, c'est Here récemment, c'est L'étrange histoire de Benjamin Button, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un bon scénariste, un réalisateur que j'aime bien aussi. Ça peut faire un biopic hyper intéressant, à voir ce que ça va donner. Ça devrait sortir sur Netflix dans les années prochaines. On va voir. Ça sera pour le coup une production Netflix cette fois-ci et non pas une distribution Netflix. Côté Disney, c'est Wonder Man qui a le droit à une nouvelle bande-annonce. C'est la série Marvel, la prochaine qui sort bientôt, qui n'a pas du tout l'air d'être une série de super-héros. On dirait vraiment une série dans le monde des acteurs d'Hollywood. Et ça me donne un petit peu envie juste pour ça. Alors visuellement, c'est très banal. Voilà, c'est photographié d'une manière vraiment simple. Je sais pas si ça a l'air de coûter cher ou pas pour l'instant parce qu'on n'a pas vu grand chose. C'est juste un studio voilà, qui veut faire des films et un acteur qui cherche un job en tant que ce fameux Wonder Man. Why not? Pourquoi pas? C'est 8 épisodes à partir du 27 janvier. Ils l'ont décalé à la base, ça devait sortir en décembre, mais ils l'ont décalé à janvier. Il y a un côté un peu méta par rapport à Marvel qui peut être rigolo, par rapport au passé, par rapport à Wonder Man, la licence de manière générale. Il y a plein d'acteurs sympathiques. Bon, allez, bénéfice du doute. Je sais pas si je vais regarder tant qu'il n'y a pas de bonne review, mais j'ai pas envie d'enterrer la série tout de suite parce que j'aime bien, en tout cas, les gens qui jouent dedans. Le Diable s'habille en Prada aura le droit à Lady Gaga au casting. Et là, je suis très curieux de savoir dans quelle direction va aller le projet parce que moi, j'aime bien le premier film, il est très sympathique. Est-ce qu'ils vont faire vraiment le délire, vous savez, nostalgie, fanservice, ou est-ce qu'ils vont faire le truc avec un énorme casting, plein d'acteurs hyper connus? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis très curieux de voir dans quelle direction ils vont prendre cette franchise parce que je pense que si le 2 va cartonner et il va cartonner, ils vont faire plein de films comme ça. Donc Lady Gaga au casting, moi je pense que c'est une bonne actrice de manière générale, donc pourquoi pas. Mais je suis très curieux de voir la première bande-annonce à quoi ça va ressembler parce que je pense qu'ils vont refaire le premier film mais avec le côté fanservice, nostalgie, et ça peut être un peu pénible à voir. Sigourney Weaver est en train de négocier pour revenir dans Alien. Écoutez, moi je pense que ça vient un peu du souci qu'il y a eu avec Fede Alvarez. Vous savez, Fede Alvarez devait réaliser Alien Romulus 2. Il a été viré visiblement, ou alors il a quitté le projet, on ne sait pas trop pourquoi. Pour l'instant, c'est des différences créatives. Et je pense que là, honnêtement, ils ont un peu peur côté Disney et ils ont envie de s'assurer que le prochain Romulus soit un succès. Pourtant, Alien Romulus, c'était 350 millions au box-office, ça a bien marché en VOD, en streaming et tout. Donc honnêtement, je sais pas pourquoi il ferait revenir Sigourney Weaver. Moi, je pense qu'il faut l'enterrer, ce personnage-là. De toute façon, il est mort dans Alien 3, ce personnage. Ils l'ont fait revenir en clone dans Alien 4. Après, s'ils changent la timeline comme ils avaient prévu avec Alien 5, vous savez, faire une suite à Alien 2 directement et changer un peu la timeline, ça, je suis un peu ouvert d'esprit. De toute façon, voilà, ces univers-là, les timelines, on s'en fout un petit peu. Arrêtez de vouloir s'accrocher au lore. S'ils ont une bonne idée, ils peuvent faire revenir Ripley, pas un clone, mais juste Ripley. Moi, je m'en fous. Voilà, le film peut être bien. Moi, ce qui compte, c'est pas l'univers, le lore, le respect, tout ça. Moi, c'est juste un bon film. S'ils respectent pas le lore, imaginez, ils font un nouvel Alien, ils l'appellent Alien 3 ou un truc comme ça, c'est la suite au deuxième, une suite directe. Enfin, directe, on s'est compris, hein, des années plus tard, mais pas avec la chronologie actuelle. Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert d'esprit, du moment que le film est bien. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de Sigourney Weaver? Je pense que c'est un peu toujours, vous savez, le truc à la Disney,
fanservice nostalgique qui fait du mal aux franchises que possède Disney. Mais bon, après, je dirais pas non à revoir plus de replay. Si c'est bien intégré, si l'histoire est intéressante, si elle est bien. On l'a vu avec les Romulus, tout ce qu'il y avait avec Ian Holm, qu'ils ont déterré littéralement, parce que l'acteur est mort il y a des années, pour faire un truc en IA dégueulasse. Non, c'était pas possible. Donc là, s'il revient, j'ai envie qu'il revienne pour un rôle important et surtout pour un bon film avant tout. X-Men 97 saison 2 sortira en été 2026, c'est confirmé, et une saison 3 a été de nouveau officialisée. Alors oui, ils avaient déjà préparé une saison 3, mais là ils l'ont confirmé parce qu'ils allaient faire les 2 prochaines saisons d'un coup. Comme ça, pas besoin d'attendre encore 2 ans pour voir la suite. Là, la production sera faite, comme ça on a peut-être une nouvelle saison tous les ans. Donc j'ai hâte parce que moi j'ai beaucoup aimé X-Men 97, et pour rappel, le film X-Men chez Marvel sort pour l'instant en mai 2028. Voilà, c'est juste pour vous rappeler ça. Peacemaker saison 3 par contre a été entre guillemets annulé. C'est pas les plans de James Gunn, c'est pas de faire une saison 3 à Peacemaker, et je pense que c'est une bonne idée. Honnêtement, je pense qu'il faut passer à autre chose. Déjà que cette saison 2 était bien, mais sans plus d'après moi. C'est un peu dommage avec la fin qu'ils ont pour Peacemaker. Je pense que c'est un personnage important pour James Gunn, et il a reconfirmé, et il reviendra dans l'univers du DCU, mais d'un différent point de vue. Et ça, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Pas besoin de refaire une 3e saison, pas besoin de faire un film ou quoi. Je pense que c'est bien maintenant d'avoir les personnages qui se baladent de projet en projet. C'est ok. Et de toute façon, vu comment se finit la saison 2 de Peacemaker, on aurait dit une fin. Sauf la fin, entre guillemets, finale de l'épisode. Sinon, tout ce qu'il y avait avant, ça faisait vraiment fin de ces arcs narratifs. Et c'est satisfaisant. Mais j'ai hâte de revoir ce personnage quand même dans le DCU parce qu'ils sont vraiment géniaux. Primal saison 3 c'est enfin montré. Moi j'adore Primal, hein. Ceux qui n'ont pas vu Primal sur HBO Max, regardez Primal, c'est mortel. C'est une série de la préhistoire où il y a un mec et un dinosaure qui font équipe et c'est muet. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, c'est juste de l'animation, c'est hyper violent, c'est Jenny Tartakovsky que moi j'aime bien. Et là la 3e saison de Primal c'est montré et j'étais un peu méfiant parce que la 2e saison c'est bien fini pour moi, c'est une vraie fin de saison. Mais là la 3e, je l'ai vue, je me suis dit ouais. Honnêtement là la bande-annonce de 50 secondes, le petit teaser m'a donné envie. Je pense que ça peut être vraiment bien. Ça m'intrigue et je pense qu'ils vont aller dans une direction qui peut être intéressante. Donc en vrai, j'ai hâte de voir ça. Ça sortira en janvier. Mortal Kombat 3 a été officialisé. Alors oui, je pense qu'ils peuvent toujours l'annuler si le 2e flop au box-office. Hein. Mais pour l'instant, ils sont en train de créer le 3e opus en pré-prod. Ils sont en train de l'écrire. Donc ils sont confiants dans ce projet. Ils pensent qu'il va cartonner. Et je pense que Mortal Kombat peut fonctionner. C'est pas un film à 200 millions. Hein. Il va coûter beaucoup moins cher. Je pense qu'il va coûter 80 millions. Le 2e film qui aurait dû sortir là cette semaine ou la semaine prochaine, un truc comme ça. Mais là, le fait de être confiant, de se dire ok, c'est un blockbuster de mai, parce qu'ils l'ont décalé à mai, avec un petit budget entre guillemets 80 millions, s'ils font 250, 300 millions au box-office, c'est un succès. Donc là, ils ont confiance, ils vont en faire un 3e, et moi j'aime bien Mortal Kombat, je les ai tous aimés, les films, donc moi je suis chaud, ça me va. Vous savez, Warner est en train d'être racheté, mais ils sont en train de trouver un acheteur. Là, Paramount a fait une offre énormissime de plusieurs milliards, je sais plus c'était quoi le nombre exact, j'en ai parlé dans les vidéos actualité récemment, mais la Warner a refusé l'offre pour l'instant. À voir ce que ça va donner. Est-ce que Netflix vont s'aligner? Est-ce qu'ils vont proposer plus? Moi, je préfère que ce soit la Paramount qui rachète la Warner plutôt que Netflix. Après, j'aimerais bien que la Warner reste indépendante, mais la Warner sera probablement rachetée parce qu'ils galèrent de ouf financièrement en dette. Pourtant, ils ont la meilleure année. Hein. Là, la Warner, cette année, ils gèrent hein, en termes de box-office et tout. Ils ont cartonné. Mais ce n'est pas assez, ils ont des décennies d'erreurs. Et là, ça les rattrape. Et oui, des studios historiques comme la Paramount peuvent clairement racheter. Surtout que Paramount a vraiment l'argent de milliardaires derrière. Ils ont Skydance aussi qui appartient à une famille milliardaire. Donc ils ont vraiment un énorme pactole, la Paramount. Mais pour l'instant, la Warner ne veut pas être rachetée par la Paramount. Il y aura sûrement d'autres négociations, plusieurs offres. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. Pour les sorties de la semaine, il y a Chien 51. Écoutez ce projet, s'il est bien, j'en ferai une critique à chaud. S'il est pas bien, j'en parlerai en critique multiple avec Black Phone 2, par exemple, qui sort la même semaine. J'en parlerai avec Nouvelle Vague, que j'ai pas encore vu. J'en parlerai avec tous les films que j'ai vus récemment, Steve, Lost Bus. Bon, vous connaissez un critique voilà, avec plein d'autres projets, mais c'est les sorties de la semaine et je ferai des critiques comme ça de ces projets-là, sauf s'ils sont vraiment bien. Si je vois que Chien 51 et c'est mortel, j'en ferai une critique à chaud. Si Black Phone 2 c'est mortel, j'en ferai une critique à chaud. Chronology of Water, j'espère avoir le temps de voir le projet, c'est réalisé par Kristen Stewart, donc pourquoi pas. Et The Perfect Neighbor, ça sort sur Netflix, c'est un film, ça a l'air d'être un peu thriller, limite horreur, qui est filmé du point de vue de la bodycam d'un flic. Alors il n'y a pas de fantaisie, hein, tout est réaliste, mais le bodycam flic, ça peut être vraiment intéressant. Mais les deux grosses actualités de la semaine, c'est la Passion du Christ 2 qui vient de perdre son Jésus. Et oui, Jim Caviezel quitte le projet, ce qui est un peu un choc tout de même parce que c'est lui qui voulait faire ce projet avec Mel Gibson, donc plus de 20 ans après le premier film, et il devait juste rejouer le rôle de Jésus. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il est trop vieux aujourd'hui par rapport à 20 ans, et vu que la Passion du Christ 2 a lieu littéralement après les événements du premier film, donc il a le même âge, 33 ans, Jésus, il ne pourra pas le jouer. Et Mel Gibson voulait littéralement le garder, l'acteur, et utiliser beaucoup d'effets numériques pour le de-aging, le rendre
beaucoup plus jeune. Donc il y avait tout un planning qui était fait par rapport à ça. Il y a lui qui s'est remis en forme, qui a perdu du poids apparemment, alors qu'il était en forme par rapport à Son of Freedom où il était le rôle principal. Mais là, apparemment, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas en termes de budget, de de-aging et tout. Donc ils vont devoir ne plus avoir Jim Caviezel. C'est quand même un truc qui, en termes de marketing, aurait pu être intéressant. C'est la suite de La Passion du Christ qui avait cartonné à l'époque. Un succès planétaire. C'était le plus gros succès d'un film R-rated pendant des décennies. Et là, l'acteur ne revient pas. Parce qu'apparemment trop vieux, même avec le de-aging qui n'est pas dans le budget visiblement du film. Je pense que c'est un choc, je pense que c'est étonnant, et je pense que le film va malheureusement en souffrir. Et je pense aussi que le film va en souffrir parce que Mel Gibson est derrière la caméra, et son dernier projet était catastrophique, Flight Risk, c'était horrible. En plus, on sait que Mel Gibson, il a quand même un passé avec l'antisémitisme, et là, la résurrection du Christ, par rapport à l'antisémitisme, ça fait un petit peu peur. Mais surtout, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il voulait vraiment faire un truc de fantasy. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment voir Jésus en enfer, ou je sais pas où, sortir de l'enfer, un truc un peu LSD psychédélique, c'est ce qu'il a dit. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça va donner une approche un peu différente, ça peut être vraiment cool, mais le fait que Jim Caviezel quitte le projet, c'est quand même un petit choc, mine de rien. Et je pense que ça va marquer beaucoup de personnes. Je sais pas si des gens attendent La Passion du Christ 1 et 2, parce que ce sont deux parties, hein, pour rappel, qui sortiront début 27 et mi-27. Mais là, ils n'ont pas d'acteur principal, à voir qui ils vont trouver pour le remplacer. Mais ils vont trouver, j'imagine, un gars jeune de 30 piges. Moi, je pense que c'est stupide. Je veux dire, ils auraient pu prendre Jim Caviezel qui n'a pas extrêmement vieilli. Je veux dire, oui, il a 20 ans de plus, mais ça va. Ça serait très bien passé avec la barbe, les cheveux. Honnêtement, je pense que là, Mel Gibson, il abuse un petit peu. Je sais pas pourquoi, peut-être ils se sont embrouillés ou des choses comme ça. On n'en sait rien en réalité. Mais je trouve que c'est un peu bête de passer à côté de ta star du premier film pour la suite, juste parce qu'il était trop vieux. Je pense pas que c'est une excuse officielle. J'ai du mal à le croire, à moins que Mel Gibson voulait vraiment que ce soit la suite directe. Mais là, de toute façon, le mec va pas ressembler. Il faut à moins de trouver un clone de cet acteur-là, ils vont pas y arriver. Donc je trouve que c'est très particulier. J'ai hâte d'en savoir plus et dans quelle direction ça va aller. Et pour finir, Tron Ares est un échec au box-office. Qui pouvait s'attendre à ça? Non mais sans déconner, quelle grosse surprise. Évidemment, je rigole. Tout le monde s'y attendait. Premièrement, Jared Leto, les polémiques et tout, mais surtout Tron. Je veux dire, tout le monde s'en fout aujourd'hui de Tron. Alors, j'avais dit dans ma vidéo critique de Tron Ares que c'était sûrement pour relancer la machine en termes de studio, surtout en parc d'attractions, parce que Tron, l'attraction cartonne. Mais là, le film, pour 180 millions de budget minimum, a rapporté lors de son premier week-end d'exploitation que 60 millions. Et en général, le premier week-end d'exploitation est extrêmement important. Pour rappel, aux États-Unis, c'est moins que Morbus. Le film a fait moins que Morbus aux States. Rendez-vous compte. Alors oui, le film peut cartonner à l'étranger, je n'en sais rien, mais sauf si le bouche à oreille est excellent, un film comme ça à 180-200 millions de budget, il faut au moins 500 millions pour être rentable. Juste rentable, c'est pas moi qui le dis, c'est Disney. Disney le disent, un film à 200 millions, il faut au moins 500 millions pour être rentable, 600 millions pour se dire que ça fait un peu de bénéfice, mais là, jamais ça va arriver aux 500 millions. C'est impossible. Peut-être ça va booster encore une fois le parc d'attraction, et c'est ça le but, mais là, ce projet, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens de Disney? Ils savaient que ça allait flopper, tout le monde s'en fout en réalité de ce projet-là. C'était évident. Peut-être je suis le seul à pas être étonné, hein, mais la licence Tron n'a jamais été puissante. Et pourtant, là c'est un flop, mais dites-vous que Tron Legacy, dont j'ai fait la critique aussi hier, c'était 400 millions au box-office. Alors oui, c'est notre époque, on est d'accord, les années 2010, un autre délire, évidemment. Mais 400 millions à l'époque, pour Tron Legacy qui a coûté 200 millions aussi, c'était un échec. Donc là, ils vont se retaper un échec, et peut-être ils vont ressusciter la franchise dans, je sais pas, 10 ans, encore une fois, dans 15 ans, on n'en sait rien. Pourtant, là, vu la fin de ce projet-là, sans spoiler, ils voulaient clairement faire une suite, mais vu l'échec commercial, ils vont pas le faire. À moins, je pense, que s'ils voient énormément de ventes en VOD, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quand il sera disponible en VOD, s'ils voient beaucoup d'abonnements sur Disney+, par rapport au projet, et s'ils voient que le parc d'attractions cartonne, parce que l'attraction Tron cartonne, là, si elle cartonne encore plus, peut-être ils vont se dire, ok, on retente un deuxième projet, dans quelques années peut-être, mais voilà, on verra bien. Et là, honnêtement, je pense pas que le bouche-à-oreille va fonctionner. Je pense pas qu'il va faire 500 millions, même pas 400 millions. Il va s'arrêter aux alentours de 200 et quelques. Pour moi, là, c'est un énorme four. C'est juste pas possible. Et des gens vont me dire, parce que je les vois déjà venir les commentaires, non mais Reg, t'as dit qu'une bataille après l'autre n'est pas un flop, alors que ça avait fait 50 millions la première semaine pour un budget de 130 millions. Sauf qu'une bataille après l'autre, c'est un projet, tout le monde savait qu'il allait flop. Je veux dire, ils l'ont pas fait pour l'argent, ils l'ont fait pour le prestige, ils l'ont fait pour les Oscars. Je veux dire, une bataille après l'autre, en soi, c'est un succès par rapport à la carrière de Paul Thomas Anderson. 50 millions, c'est déjà plus que ce qu'il a fait aux States dans toute sa carrière. C'est énormissime. Cependant, la Tron, c'est une grosse licence entre guillemets. C'est un film qui est fait blockbuster d'action, effets spéciaux pour faire de la thune. Et ça le fait pas. Donc, c'est un peu mérité, d'un certain point de vue, parce que moi je trouve le film nul. Encore une fois, si vous avez vu ma critique. Et en même temps, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que le film est pas bien, ça n'aide pas. Mais surtout que
qui aime Tron, quoi? Enfin, c'est une licence tellement niche, je vois pas pourquoi ils ont mis 200 millions dans un projet comme ça. Peut-être fallait faire un Tron un peu plus limite, quoi, en termes de budget. Tu sais, des films à 60-80 millions pour relancer des machines comme ils vont faire avec Mortal Kombat. Ça, pourquoi pas? Ça, c'est intelligent. Warner, ils l'ont compris. Tu fais des plus petits projets, Sinners 90 millions, Weapons 25 millions, des choses comme ça, et tu cartonnes. Regardez, Weapons, ça a fait 300 millions presque avec 25 millions de budget. Non, plus 38 millions de budget. Là, ça va même pas faire le box-office de Weapons, pour vous dire. Alors que Weapons, ça n'existe pas, c'est pas une licence. Là, il y a 3 films, Tron, sur 3-4 générations, mine de rien. Et ça reste un flop. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord avec ces actualités et avec mon avis. J'attends votre avis dans les commentaires. Désolé, encore une fois, je suis épuisé. J'essaie de vous faire le plus de vidéos possible. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.